Bonjour à tous, ici Lucas Marchand, rédacteur en chef des investisseurs, directeur de Vauban Éditions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. On a relancé l'activité sur cette chaîne seulement la semaine dernière et vous êtes déjà nombreux à répondre présent. Je remercie tous ceux qui ont liké, aimé, regardé, partagé, commenté. Continuez à le faire. Je vous remercie tout simplement de tout cœur. Vous pouvez attendre de nouvelles vidéos très régulières et plein d'invités. Je suis en train de contacter la moitié de la planète finance pour qu'ils viennent dans l'émission et qu'on puisse avoir leur point de vue pour vous aider à construire votre propre vision des marchés. Le but, c'est d'avoir des experts de tous bords, haussiers, baissiers, de tous les horizons, éco, macro, crypto, afin que vous puissiez vraiment faire votre propre, construire, forger votre propre avis sur les marchés pour pouvoir gérer vos propres investissements. Voilà le but de la chaîne. Si vous êtes un expert, si vous avez une expertise dans un de ces domaines, crypto, macro, éco, finance, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne pour qu'on puisse discuter de votre vision, de ce que vous avez appris dans vos recherches et que vous puissiez le partager avec un maximum de personnes. C'est la philosophie de la chaîne Les Investisseurs et je vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui. Si vous êtes un expert, contactez-moi. Si vous êtes un spectateur, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le thème du jour, c'est tout ça, ce ne sont que des cycles. L'économie, ce sont des cycles, la finance, ce sont des cycles, les niveaux de prix, ce sont des cycles et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, encore une fois avec quelques slides que j'ai préparés spécialement pour vous, que j'ai glané un petit peu partout sur la toile. Premier slide, un indice de confiance. Vous voyez ici la ligne vert foncé qui est l'indice de confiance des CEO, donc des directeurs d'entreprises américains. C'est un indicateur avancé car si vous êtes directeur d'une entreprise, vous savez si votre entreprise va bien performer ou pas et si elle a des bonnes perspectives. En l'occurrence, vous voyez tout à droite la ligne verte foncée qui devance la ligne vert clair. Et cette ligne vert foncé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va vers le bas et que donc la confiance des CEO et des directeurs est en baisse. Comme vous pouvez le voir de façon vraiment claire en fait sur ce graphique, la ligne vert clair qui indique la croissance des profits suit vraiment avec un petit peu de retard la ligne foncée. Donc c'est un indicateur qui semble vraiment relativement solide. Et donc on peut voir que cette ligne vert clair, elle est autour de 15 alors que la ligne vert foncé est autour de moins 15. Donc on peut s'attendre ici à un ralentissement. Comme je vous le dis, ce ne sont que des cycles. Aujourd'hui, on est dans un cycle de resserrement monétaire, on est dans un cycle de ralentissement économique. Et ce nouvel indicateur que je viens ajouter sur ceux que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos ne fait que confirmer que l'économie devrait ralentir. Même combat pour ce graphique-là que j'ai emprunté à The Macro Compass sur Substack. Ce que vous voyez là, la ligne bleue, ce sont les credit impulse, donc le volume des crédits privés, qui est un indicateur avancé aussi des bénéfices. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que la ligne bleue va à la baisse évidemment et que la ligne orange est encore au niveau du pic. Et donc là encore, on peut s'attendre à ce que cette baisse du niveau des crédits, qui indique en fait un resserrement monétaire, d'ailleurs on parle ici de la plus forte contraction du credit impulse depuis 10 ans, eh bien ça va pousser les revenus des entreprises vers le bas. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas arriver cette fois-ci. C'est un indicateur, encore une fois, relativement solide. Donc c'est vraiment ce deuxième indice qui nous dit que nous allons aller vers des revenus d'entreprise moins bons et donc un ralentissement de l'économie. Je vous ai montré précédemment d'autres graphiques qui pointaient vers la même chose. Donc je pense que là, il n'y a vraiment plus de doute sur la direction que va prendre l'économie. Il faut en être conscient et il faut savoir se positionner en fonction de cette réalité. Un autre thème de prédilection en ce moment, à part le ralentissement économique et l'éventuelle récession, c'est les niveaux de prix du pétrole. Donc ici, vous voyez le niveau des inventaires, des stocks de pétrole aux États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est que en 2020, lorsque le pétrole ne coûtait rien et que personne ne pouvait sortir de chez lui et qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, etc., vous avez les stocks qui ont augmenté. Et depuis 2021, vous avez les stocks qui descendent.
Pourquoi? En fait, vous le savez bien sûr déjà, parce que on a la consommation qui est repartie, on avait une forte croissance en 2021, on a la guerre en Ukraine qui est venue s'ajouter là-dessus, et on a donc la difficulté à s'approvisionner, ce qui fait que les stocks baissent. Donc ça, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe maintenant avec le pétrole. L'économie, ce ne sont que des cycles, donc moi j'essaie de voir ce qui va se passer ensuite. Aujourd'hui, on est sur un cycle bas sur la croissance économique, ou en tout cas on est en train d'y arriver, et on est sur un cycle haut sur les prix du pétrole. Et je regarde souvent le sentiment du marché. Et qu'est-ce que je vois quand je vais sur MarketWatch, qui est un site de finance américain? Je vois un gros titre en première page qui nous dit que les prix du pétrole ont augmenté et qu'on a peut-être trouvé un moyen de faire une bonne affaire en achetant des ETF dans le pétrole. Fin du titre, Can you cash in? Est-ce que vous pouvez encaisser grâce à ça? Donc voilà, l'argent facile, c'est souvent le signe qu'on arrive en haut des valorisations. Bien sûr, on est sûr de rien, c'est toujours la même chose. Mais ça, ce sont des signes que je prends au sérieux. Et moi, je vois arriver un ralentissement économique. Je vois des prix du pétrole élevés qui vont quand même inciter les gens à se poser 2 fois la question avant de faire 200 km en voiture. Et je vois de l'euphorie dans le domaine de l'énergie. Et je vois encore une autre chose. Ce graphique n'est pas très beau, je vous l'accorde. Mais il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que les insiders, donc les gens qui travaillent dans les entreprises du S&P 500, les directeurs dans le domaine de l'énergie, sont en train de vendre leurs actions. Ça a très bien fonctionné d'acheter les actions du CAC 40 par exemple en 2020 quand les insiders achetaient. Là, c'est peut-être le cas inverse, c'est peut-être le moment de s'alléger sur le pétrole, même si vous allez à contre-courant, parce que vous voyez un petit peu plus loin. Donc ici, on voit que ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas eu autant de ventes d'insiders, de ventes de leurs propres actions dans le secteur de l'énergie. Donc ça, j'ai trouvé vraiment que c'était un indicateur intéressant. Ça fonctionne souvent assez bien. Vous voyez d'ailleurs que les achats n'avaient jamais été aussi hauts en 2020 et 2021 quand les prix du pétrole étaient très bas. Donc ces gens-là savent à peu près ce qu'ils font. Ils prennent leurs bénéfices. C'est normal parce que la hausse, je rappelle, quasiment 500% depuis son plus bas le pétrole. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'aller plus haut, mais parfois c'est bien de prendre au moins quelques gains. Le Nasdaq, alors ça c'est l'inverse du pétrole, c'est celui qui est mal aimé. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la tech, c'est un secteur qui m'intéresse particulièrement. J'adore les actions de l'hypercroissance. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un optimiste. Et ce qu'il faut bien voir, c'est encore une fois, l'économie ce ne sont que des cycles. Et les actions de croissance, elles ont des cycles qui sont souvent avancés par rapport aux actions traditionnelles. Et c'est ce que montre le tableau que vous avez sous les yeux. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'en général, dans un bear market, et on peut dire qu'on est à peu près dans un bear market, donc dans un marché baissier, dans un marché où les prix des actions descendent, et en particulier pendant les crises, on voit que les actions de croissance, donc c'est ce qu'on trouve dans l'indice Nasdaq, ont tendance à atteindre leur point bas 4 à 6 mois avant les actions du S&P 500, qui sont beaucoup plus diversifiées. Donc c'est ce qu'on voit en 1999. Les actions, c'était la crise Internet, la bulle des dot-com qui avait explosé. Et puis les actions du Nasdaq, elles ont trouvé leur point bas le 5 septembre, je pense. Oui, tout à fait, le 5 septembre 2002. Alors que les actions du S&P 500, elles ont trouvé leur point bas seulement en décembre 2003. En mars 2003. Je confonds parce que les dates américaines sont inversées. Donc, on a un bottom quasiment 6 mois avant. Les actions de la croissance ont bottomé 6 mois avant. Elles ont trouvé leur point bas 6 mois avant le S&P 500. Ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre. Et si vous regardez un petit peu le prix actuellement, la price action sur certaines valeurs d'hypercroissance, elles commencent à se stabiliser. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles ont trouvé leur point bas. Mais par contre, on voit que le marché commence à prendre en compte cette réalité, qu'elles ont baissé bien avant les autres actions et que donc elles devraient remonter rapidement. Donc le marché est vraiment sur le qui-vive pour voir quand est-ce que ça va se passer. Et ça va beaucoup dépendre de l'inflation, des taux et puis de l'état général de l'économie ainsi que des politiques des banques centrales. 2008, je finis juste de commenter ce tableau. Donc on voit que le Nasdaq en haut à droite a trouvé son point bas le 8 novembre
2008 et c'est seulement le 6 mars 2009 que le S&P a trouvé son point bas. Donc cette capacité des actions de croissance à descendre avant le reste des actions et à remonter avant s'est confirmé sur les deux grands crashs, bulle.com, bulle Internet et grande crise de 2008. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas traiter les actions de différents secteurs de la même manière. Il faut vraiment faire cette différence et essayer de comprendre comment elles interagissent avec le reste du marché en fonction de l'actualité. Je finis sur ce sujet des actions de croissance en vous montrant ce tableau qui nous donne les forward revenue multiples, donc la valorisation en quelque sorte des actions dans le domaine du software, donc des programmes informatiques. Et ce que vous voyez, c'est qu'on voit, comme vous pouvez le voir si vous observez la courbe du Nasdaq, vous voyez une espèce de bulle qui s'est formée en 2020 et qui est redescendue. Et maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, sur ce genre d'actions, on est dans des prix un petit peu plus dans la moyenne des 10 dernières années, ce qui est à mon avis un signal intéressant pour se dire que c'est un moment qui est plutôt rationnel pour rentrer sur le marché, même si on a encore beaucoup d'incertitudes. C'est pas complètement fou de rentrer maintenant sur des actions comme ça, parce qu'on sait qu'on peut y trouver des business de qualité et qu'on a des valorisations qui sont à peu près en ligne avec ce qu'on a vu historiquement. Tout ça, en particulier la valorisation des actions tech, des actions de croissance, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de l'inflation qui elle-même a un impact sur les taux d'intérêt. Et donc, on va observer comment cette inflation semble évoluer. Là, ce que je voulais juste vous montrer, c'était le niveau, le volume en fait des navires qui partent, je crois, de la Chine vers les États-Unis. Et ce niveau, en fait, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début de la vidéo. Ce niveau, il est en train de chuter très très rapidement. Comme vous voyez, il n'y a pas eu, vous regardez à droite du tableau, depuis mai, il n'y a pas tellement eu il n'y a pas eu beaucoup de périodes dans lesquelles ça chutait si vite. Il y a eu mars 2020 qui est un cas exceptionnel. Donc là, ça confirme deux choses. Premièrement, notre hypothèse que l'économie est en train de ralentir fortement et que donc il faut prendre ça en compte. On a vu les retailers américains, Walmart, Target et compagnie, qui sont vraiment des thermomètres de la consommation. On sait qu'ils ont de plus en plus d'inventaire, qu'ils n'arrivent plus à écouler leur stock, que les clients ne viennent plus. Ça a fait baisser les cours d'ailleurs aux États-Unis. Donc il y a une vraie inquiétude sur cette consommation. Et là, il semblerait qu'on puisse encore une fois le traduire dans ce tableau qui montre qu'on n'a plus besoin d'autant de bateaux qu'avant pour transporter des biens d'un continent à l'autre, ce qui nous fait pointer vers un ralentissement de l'économie et un ralentissement de la demande. Et s'il y a moins de demande, il y a peut-être moins d'inflation. Parce que quand on a beaucoup de stock, on a tendance à plutôt avoir envie de baisser les prix. D'ailleurs, je vous avais montré dans une précédente vidéo le graphique des prix du bois qui était la star des inflationnistes il y a quelques mois. Il n'y a pas que le bois qui a trouvé son pic ou qui semble avoir trouvé son pic. On a les microprocesseurs tout à gauche qui ont trouvé un pic de prix. On a le shipping, donc l'envoi de marchandises par bateau qui a trouvé aussi un pic. Et on a tout à droite les fertilisants dont on parle beaucoup, qui ont vraiment surchauffé ces derniers mois, ces dernières semaines, et qui semblent aussi avoir trouvé un pic. Donc ce que je vous disais, que j'observe moi, c'est que, encore une fois, on est dans des cycles, chaque actif a son propre rythme, et on essaie de voir les indicateurs avancer. Donc les premiers à avoir vu leur prix augmenter, comme le bois, comme les microprocesseurs, si vous vous souvenez, les fabricants de voitures ont dû arrêter la construction de leurs voitures parce qu'ils n'arrivaient pas à se fournir en puces. Les fertilisants aussi ont fait la une des journaux parmi les premiers. Et donc toutes ces choses-là dont vous avez beaucoup entendu parler, aujourd'hui, elles sont en train de trouver des pics. Donc on a de plus en plus d'indicateurs qui nous disent que 1. La demande baisse et que 2. Les prix derrière suivent. Même si on a encore une inflation qui est effectivement très persistante et qui semble se déplacer aussi vers les services, les services, ils ont leur propre cycle, ils sont peut-être un petit peu en avance, mais à terme, on n'a peut-être pas énormément de raisons de penser qu'on va entrer dans un monde d'inflation permanente.
Ça, c'est un tableau un petit peu plus très même macro. Je vous ai juste mis en jaune cette première ligne World. C'est donc les projections de croissance de la Banque mondiale. Et ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que bon, on peut voir qu'en 2020, vous regardez la ligne en jaune, on était à moins 3,3, donc décroissance. 2021, 5,7, donc très forte croissance. 5,7 aux États-Unis, on le voit dessous. En Europe, c'était 5,4, des chiffres en fait jamais vus, qui sont expliqués en partie par la réouverture de l'économie, le déferlement monétaire qu'on a connu. Et puis, on voit en 2022 des chiffres un petit peu moins joyeux, 2,9 de GDP pour le monde, et donc un chiffre qui n'est pas incroyable et qui a été révisé à la baisse par la Banque mondiale. Ils ont réduit leur cible de moins 1,2 points et ils ont réduit leur cible pour 2023 de 0,2 points. Donc on a des taux de croissance autour de 3% pour le monde, autour de 2% pour l'Europe, 2,5% pour les États-Unis, donc des taux de croissance assez faibles. Et c'est en fait ça qui explique l'inquiétude actuelle sur les marchés. On est quasiment sûr qu'on va vers des taux de croissance plus faibles tout en ayant des prix qui augmentent. Et tant qu'on a cette paire qui signifie en fait la stagflation, on va vers une économie qui est très difficile et on va vers un monde dans lequel c'est difficile d'investir. Donc ça, faut bien le prendre en compte, mais il faut aussi bien se rendre compte de ce que ça signifie. Si vous entrez dans un monde dans lequel vous avez une faible croissance et que, comme je le pense moi, on va aussi vers une inflation qui se réduit, alors on va rejoindre les conclusions de Ray Dalio, qui lui connaît très bien les cycles, c'est un expert vraiment de ça, et c'est un des plus grands investisseurs au monde, tout simplement, un des gestionnaires de fonds les plus célèbres, un milliardaire qui a beaucoup réfléchi au cycle long, et lui nous dit qu'il voit des coupes dans les taux des banques centrales en 2024. Donc c'est ça en fait, réfléchir par cycle, c'est ça se projeter, c'est réfléchir à ce qui va se passer plus tard et se positionner maintenant pour ce qui va se passer plus tard. Donc moi, je ne crois pas dans un monde dans lequel on va avoir une inflation persistante pour des raisons démographiques, pour des raisons technologiques, pour des raisons vraiment structurelles de fond sur l'économie mondiale. Je me trompe peut-être, mais je pense que les faits simplement pointent dans cette direction-là. J'espère recevoir des gens qui me diront le contraire dans les prochaines semaines dans l'émission. Mais en attendant, c'est ma position de base. Je pense que la croissance va être difficile dans les prochaines années dans le monde entier et que donc quand il n'y aura plus de croissance, quand les taux d'intérêt repartiront à la baisse, qu'est-ce qui sera intéressant pour les investisseurs? Ce sera les dernières poches de croissance dans le monde, soit la tech, probablement les cryptos. Et c'est comme ça aujourd'hui que je réfléchis à me positionner pour mon propre portefeuille. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui vous a été utile. Je vous remercie de me regarder. Je vous invite vraiment à suivre ce qu'on fait ici. Je vous invite à vous abonner, à liker cette page et surtout à regarder régulièrement les nouvelles vidéos qu'on va sortir. Ce matin encore, j'ai eu plein de confirmations d'invités. Je me réjouis de les recevoir. Il y a plein de surprises qui vous attendent et des esprits vraiment brillants qui vont nous partager leurs propres réflexions, qui vont vous aider à forger votre propre avis sur la bourse, la finance, les cryptos. Je vous dis à bientôt.